3 jours auraient dû être simples. 72 heures à attendre pendant que Nicolas Pellegrini réglait les menaces tapies dans les ombres de son monde. Ensuite, Ellie pourrait partir reprendre sa vie, faire semblant que rien de tout cela n'était arrivé. Sauf que c'était le matin du 3e jour, et la tension dans la mâchoire d'Ethan lorsqu'il arriva lui dit tout ce qu'elle avait besoin de savoir avant même qu'il prononce un nom. Ellie était réveillée depuis 6 heures, incapable de dormir après l'aube, malgré les rideaux occultants de sa chambre temporaire. Elle s'était douchée, changée avec des vêtements tirés du placard mystérieusement bien approvisionnés, un jean et un pull gris doux qui lui allaient parfaitement. Les bandages sur sa main avaient encore été changés. Les éraflures sur son visage, commençant à passer d'un rouge vif à un rose terne sous la gaze propre qu'Ethan lui avait laissée. Elle préparait du café quand Ethan entra par la porte d'entrée, téléphone collé à l'oreille, l'expression plus sombre qu'elle ne l'avait vue depuis 2 jours. Il termina l'appel et la regarda. « Nous avons un problème. » L'estomac d'Ellie se serra. Quel genre de problème ? Ethan sortit son téléphone et fit défiler quelque chose puis tourna l'écran vers elle. C'était une photo granuleuse, clairement tirée d'une caméra de surveillance. L'angle venait d'en haut, montrant l'entrée de Fiore d'Oro. Et là, figée en pleine course, il y avait Ellie. Son visage était visible assez net pour l'identifier malgré la mauvaise qualité. Sous la photo, un texte en malbanais et en anglais, 50 000 $, localisation seulement, vivante de préférence. La tasse de café glissa des doigts d'Ellie. Elle se fracassa sur le sol en marbre, le liquide sombre se répandant sur la pierre blanche. « Ils l'ont diffusé hier soir, » dit Ethan doucement, en remettant son téléphone dans sa poche et en attrapant du papier absorbant. Envoyé à travers leur réseau d'informateurs et d'associés. Ce matin, la moitié du milieu criminel de New York avait vu votre visage. Ellie ne parvenait pas à détacher les yeux de la flaque de café qui s'étalait à ses pieds. 50 000 $. Pour elle, comme si elle était une prime, une chose à chasser. Vivante de préférence, répéta-t-elle engourdie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils veulent vous interroger avant de vous éliminer, répondit Ethan sans détour, déjà en train de nettoyer. Ils veulent savoir si vous êtes lié à nous, si vous savez quelque chose d'utile, s'il y a d'autres témoins. Ensuite, ils vous élimineront comme un élément gênant. L'appartement sembla soudain plus petit, les murs se rapprochant. Vous avez dit 3 jours. Nicolas a dit 3 jours, et je pourrais partir si je le voulais. C'était avant ça. Ethan se redressa, jetant les essuie-tout imbibés de café dans la poubelle. Je suis désolée, mademoiselle Wells, mais franchir cette porte maintenant reviendrait à vous livrer directement à eux. Ils vous cherchent, activement. Ellie recula, jusqu'à ce que sa colonne touche le comptoir, ayant besoin de quelque chose de solide pour soutenir son poids. Ce n'est pas juste. Je n'ai rien fait à part essayer d'aider. Je sais. J'avais une vie, j'avais un plan, j'avais mettre de l'argent de côté, peut-être retourner en école de cuisine, ouvrir mon propre endroit un jour. Sa voix se brisa sur le dernier mot. Maintenant, je suis coincée ici avec un prix sur ma tête parce que j'ai remarqué un fil. L'expression d'Ethan s'adoucit à peine. Nicolas s'en occupe. Il est avec les avocats en ce moment pour retarder votre déposition au FBI jusqu'à ce que nous puissions garantir votre sécurité. Et il met la pression sur les opérations albanaises pour les forcer à reculer. Et s'il ne recule pas ? Ethan ne répondit pas, ce qui fut une réponse suffisante. La porte d'entrée s'ouvrit 20 minutes plus tard. Nicolas entra avec un costume différent, anthracite à fines rayures, sa cravate desserrée, comme s'il avait tiré dessus. Il avait l'air fatigué. Pas physiquement épuisé, mais de cette fatigue qui vient de porter trop de poids, trop longtemps. Ses yeux trouvèrent immédiatement Ellie, détaillant son visage pâle et sa posture rigide. « Vous êtes au courant. »« 50 000 $, dit Ellie. « Apparemment, je coûte cher. »« Vous êtes précieuse, » corrigea Nicolas en traversant vers la cuisine. « Ce n'est pas la même chose. Ils vous veulent parce que vous êtes une menace pour eux. Je suis serveuse. J'étais serveuse. » Le passé avait un goût amer.
Je ne suis une menace pour personne. Vous avez stoppé leur opération. Vous leur avez coûté du temps, de l'argent et de la crédibilité. Dans leur monde, cela vous rend dangereuse. Ellie eut un rire bref sans la moindre joie. C'est insensé. Toute cette situation est complètement insensée. Nicolas se versa du café dans la cafetière qu'Ellie n'avait pas fini de préparer, le buvant noir sans sucre. Il l'observa par-dessus le bord de la tasse, ses yeux sombres évaluant d'une manière qui lui donnait à la fois l'impression d'être protégé et exposé. « Je dois faire quelque chose, dit soudain Ellie. Je ne peux pas rester là à tourner en rond. Il faut que mes mains soient occupées ou je vais devenir folle. » Elle se dirigea vers le réfrigérateur avant que l'un ou l'autre puisse répondre, l'ouvrit et en inspecta le contenu. Quelqu'un le gardait bien rempli. Légumes frais, herbes, ingrédients de qualité. La voix de sa grand-mère résonna dans sa mémoire, lui apprenant que cuisiner était une méditation. Que lorsque le monde semblait chaotique, on pouvait toujours trouver la paix dans le rythme de hacher, remuer, pétrir. « Ça vous dérange si je cuisine ?» La question sortit plus vulnérable qu'elle ne l'aurait voulu. Nicolas cligna des yeux surpris. « La cuisine est à vous !» Ellie commença à sortir des ingrédients en pilote automatique. Tomates San Marzano, basilic frais, ail, huile d'olive qui sentait vraiment l'olive, pas cette horreur bon marché des magasins discount. Farine et œufs pour les pâtes. Ses mains savaient quoi faire même quand son esprit se sentait brisé. Elle travailla méthodiquement, trouvant du réconfort dans les gestes familiers. La farine forma un tas sur le comptoir en marbre creusé en puits. Les œufs cassés au centre. Les doigts qui mélangent pétrissent la pâte qui prend forme sous ses paumes. Il fallut 20 minutes de travail régulier avant que sa respiration ralentisse enfin pour approcher la normale. Nicolas l'observait depuis le tabouret de bar sans parler, simplement présent. Ethan avait disparu dans une autre pièce, leur laissant de l'intimité. La pâte à pâte reposait sous un torchon propre pendant qu'Ellie lançait la sauce. L'ail grésilla dans l'huile d'olive, son odeur vive et rassurante. Tomates écrasées à la main, basilic déchiré grossièrement. Sel et une pincée de sucre pour équilibrer l'acidité. Sa grand-mère lui avait appris cette sauce quand Ellie avait 8 ans, debout sur un marchepied pour atteindre la cuisinière. « Ma grand-mère venait de Naples », dit soudain Ellie sans quitter la casserole des yeux. 1973. Elle avait 19 ans, parlait peut-être 10 mots d'anglais et avait $40 en poche. Elle s'est installée à Détroit parce qu'elle avait un cousin là-bas qui travaillait dans une usine automobile. Elle remua lentement la sauce, la regardant bouillonner. Elle a rencontré mon grand-père à une soirée paroissiale. Il était italien, de 2e génération, famille originaire de Sicile. Ils se sont mariés 6 mois plus tard et ont ouvert un minuscule restaurant dans un mauvais quartier. 20 tables. Pas de licence pour l'alcool. Juste de la bonne nourriture et du travail acharné. Nicolas resta silencieux, la laissant parler. « L'endroit a assez bien marché, » poursuivit-elle. « Pas riche, mais à l'aise. Ma mère a grandi dans ce restaurant, a rencontré mon père là-bas un soir où il est venu dîner. Finalement, mon grand-père est mort, et mon père a hérité de l'affaire. Il l'a dirigée pendant 15 ans. » Elle s'interrompit, goûta la sauce, ajusta l'assaisonnement. C'était un homme bien, à beaucoup d'égards, généreux, gentil. Mais il avait un problème. Le jeu. Ça a commencé petit, course de chevaux et paris sportifs, puis ça a empiré. Carte partie clandestine, emprunt aux mauvaises personnes pour rattraper ses pertes. La pâte avait suffisamment reposé. Ellie commença à l'étaler, le geste l'apaisant par sa répétition. Il a perdu le restaurant il y a 6 ans. Il ne pouvait plus payer l'hypothèque ni les usuriers. Il a perdu tout ce que ma grand-mère avait construit. Et il a continué à jouer, continué à creuser plus profond. Il devait $11 500 quand il est mort il y a 3 ans. Crise cardiaque. Le stress, ont dit les médecins. Elle découpa les pâtes en fines bandes, les suspendant sur le dossier d'une chaise pour les faire sécher. On ne s'est jamais vraiment réconciliés. J'ai essayé, mais il avait toujours honte. Il n'arrivait pas à me regarder dans les yeux. Alors il est mort,
et il m'a laissé avec ses dettes, son désordre et aucune clôture. La sauce était prête. Ellie coupa le feu et regarda enfin Nicolas. C'est pour ça que j'ai déménagé à New York. Un nouveau départ, une nouvelle ville où personne ne connaissait ma famille, ni nos échecs. J'allais travailler dur, économiser, peut-être ouvrir mon propre endroit un jour. Rien de chic, juste une cuisine honnête et une chance de reconstruire ce qu'il avait détruit. Nicolas reposa soigneusement sa tasse de café. Je sais. Ellie se figea. Quoi? Je vous ai fait enquêter? Dit-il à voix basse. Après l'explosion. Je devais savoir qui vous étiez, si vous aviez un lien avec les Albanais, si le timing était une coïncidence ou une mise en scène. Mes hommes ont passé des appels à Détroit, parlé à des gens qui connaissaient votre famille. La colère s'embrasa dans la poitrine d'Ellie. Vous avez enquêté sur moi? Comme si j'étais une criminelle? Comme si vous étiez quelqu'un qui m'avait sauvé la vie et que je devais comprendre pourquoi. Sa voix resta calme, stable. Je sais pour votre père. L'addiction, les dettes. Je sais que vous avez déménagé ici il y a 3 ans, travaillé 2 emplois la première année, que vous envoyez de l'argent à votre mère tous les mois, même si vous pouvez à peine vous le permettre. Vous n'aviez aucun droit. J'avais tous les droits, l'interrompit Nicolas, mais pas durement. Quelqu'un a essayé de m'éliminer avec une voiture piégée. Vous les avez arrêtés. Je ne crois pas aux coïncidences. Je devais tout savoir de vous pour évaluer correctement la situation. Ellie agrippa le bord du comptoir, les jointures blanches. Et votre enquête vous a appris quoi? Que je suis une serveuse fauchée, sans avenir, et avec des problèmes de père. Elle m'a appris que vous êtes honnête, travailleuse, que les dettes laissées par votre père étaient modestes, dues à des prêteurs prédateurs de Détroit, le genre d'usuriers locaux qui n'ont aucun lien avec le crime organisé à New York. Que vous n'êtes ni une menace, ni un appât, que vous êtes exactement ce que vous semblez être, quelqu'un qui a vu le danger et choisi d'agir. Cette confirmation aurait dû la soulager. Au lieu de cela, elle la fit se sentir mise à nu, chaque détail privé de sa vie désordonnée, exposé à son examen. Les dettes, dit Nicolas avec prudence, 11 500 $, je peux les régler. Un coup de téléphone et ce poids disparaît. Non. Le mot sortit dur, définitif. C'est une petite somme. Je me fiche que ce soit 50 centimes, le coupa Ellie. Je ne prendrai pas votre argent. Je ne vous laisserai pas acheter mes problèmes et me les agiter au-dessus de la tête. Ce n'est pas ce que c'est. Ah non! Vous réglez mes dettes, je vous dois une faveur. Peut-être plus d'une. Peut-être qu'un jour vous déciderez que vous voulez quelque chose de moi et que je ne pourrai pas dire non parce que je vous serai redevable. C'est comme ça que ça marche, non? C'est comme ça que votre monde fonctionne. La mâchoire de Nicolas se contracta. Vous ne savez rien de mon monde. Alors éclairez-moi, lança Ellie. Dites-moi que j'ai tort. Dites-moi que des hommes puissants comme vous rendent service par pure bonté d'âme sans rien attendre en retour. Ils se fixèrent à travers la cuisine, la tension épaisse entre eux. Finalement, Nicolas hocha une fois la tête. Vous avez raison. Dans mon monde, tout a un prix. Chaque faveur porte l'attente d'un retour. Mais ce n'est pas ce que je vous propose. Qu'est-ce que vous proposez alors? Un moyen d'éliminer une vulnérabilité, dit-il. Ces dettes font de vous une cible pour la pression. Quelqu'un pourrait les utiliser contre vous, contre moi par extension, puisque vous êtes sous ma protection. Je veux qu'elles disparaissent pour des raisons stratégiques. Ça ressemble encore à des ficelles pour moi. Alors refusez, dit simplement Nicolas. Gardez les dettes, je respecterai ce choix. Mais sachez que j'essaie d'aider, pas de vous contrôler. Ellie soutint son regard une seconde de trop. La fierté et la peur se battirent dans sa poitrine jusqu'à ce que la peur l'emporte. Très bien, dit-elle, le mot amer sur sa langue. Si ces dettes sont une vulnérabilité, alors on y met fin. Mais on le fait proprement, par écrit. Aucune faveur, aucun levier. Vous les payez et c'est terminé. Pour toujours.
Les yeux de Nicolas se plissèrent, pas de colère, mais d'évaluation. Puis il hocha une fois la tête. Entendu. Mon avocat rédigera une renonciation d'une page. Vous la signez, je passe l'appel et vous n'entendrez plus jamais parler de Détroit. La porte d'entrée s'ouvrit et Ethan revint portant une tablette. Il jeta un coup d'œil entre eux, lisant correctement la tension, mais avança quand même. Patron, vous devez voir ça. Nicolas prit la tablette, son expression s'assombrissant à mesure qu'il lisait. Quand? Ce matin. Le gérant de l'immeuble a confirmé que ça avait été livré vers 7 heures. Quoi? Demanda Ellie, sa colère précédente virant à l'inquiétude. Nicolas lui tendit la tablette. Sur l'écran, il y avait la photo d'une lettre imprimée sur du papier blanc ordinaire en lettres majuscules. Nous savons où elle travaille. La prochaine fois, nous saurons où elle vit. L'adresse en haut était celle de Fiore d'Oro. La lettre avait été livrée au restaurant ce matin-là. Les mains d'Ellie tremblaient en la relisant. Il me menace, à mon ancien travail. Il martient point, corrigea Ethan. Il montre qu'ils ont du réseau, qu'ils surveillent. Nicolas reprit la tablette, son expression taillée dans la pierre. Ethan augmente les rotations de sécurité. Je veux quelqu'un sur cet immeuble 24 heures sur 24. Et envoie quelqu'un à l'appartement de Mademoiselle Wells dans Queens. S'ils savent où elle travaillait, ils finiront par trouver son adresse. Déjà fait, confirma Ethan. J'ai 2 hommes postés devant son immeuble depuis 1 heure. Ellie sentit les murs se refermer à nouveau. C'est ma vie maintenant. Regarder par-dessus mon épaule pour toujours. Me demander si aujourd'hui sera le jour où quelqu'un décidera que 50 000 $ valent le risque. Non, dit Nicolas fermement. C'est temporaire. Nous mettons la pression sur les opérations albanaises, coupons leur flux d'argent, rendons coûteux le fait de s'en prendre à vous. À terme, ils décideront que vous n'en valez pas le coup. À terme, vous voulez dire des semaines, des mois? Je ne sais pas, admit-il, mais je ne les laisserai pas vous faire du mal. Vous avez ma parole. Sa parole. Comme si cela voulait dire quelque chose. Comme si les promesses d'un homme, vivant dans un monde de violence et de conséquences, avaient réellement du poids. Ellie regarda les pâtes suspendues pour sécher la sauce qui refroidissait sur la cuisinière. Des choses normales. Des choses simples. Le genre de choses qui constituaient autrefois tout son monde. 3 jours, dit-elle doucement. C'était notre accord. 3 jours et je pourrais partir si je le voulais. L'expression de Nicolas ne changea pas. Oui, c'était l'accord. Mais si je pars maintenant, je vais mourir. Probablement. La franchise aurait dû la mettre en colère. À la place, elle la rendit seulement lasse. Donc, je n'ai pas vraiment le choix, n'est-ce pas? Il y a toujours un choix, dit Nicolas. Mais certains choix ont des conséquences auxquelles vous pourriez ne pas survivre. Il tendit la main vers le verre de vin sans boire, comme si même ce petit plaisir serait malhonnête. Les 72 heures sont écoulées, ajouta-t-il voix basse. Ma parole tient toujours. Si vous me dites que vous en avez assez, je ne vous enchaînerai pas à ma vie. Le rire d'Ellie sortit mince. Vous me laisserez simplement sortir? Pas dans une rue ouverte seule avec des gens qui vous traquent. Le regard de Nicolas ne vacilla pas. Mais vous pouvez choisir la forme de votre protection. La garde du FBI? Une planque qu'ils contrôlent? Vous leur donnez ce que vous savez et vous disparaissez derrière un badge et une porte verrouillée. Ou vous restez avec moi, sous ma sécurité, là où je peux réellement voir la menace avant qu'elle vous atteigne. Ou vous quittez entièrement New York avec de l'aide, avec un plan, pas avec une valise et une prière. Et si je choisis la première option, demanda-t-elle? Alors je vous remets entre leurs mains, et je fais quand même tout ce que je peux pour vous garder en vie, dit-il simplement. Ça ne me plaît pas, mais c'est votre décision. L'offre ne ressemblait pas à de la liberté. Elle ressemblait à devoir choisir entre différents types de cages. Mais au moins, il les nommait. Au moins, il ne prétendait pas.